Choisir un camp. Chapitre 3. Valognes, suite. Walter, février 1944. Ce soir du 3 février, mon confrère chirurgien fête son anniversaire et m'a invité au restaurant avec nos collègues médecins. Il a choisi un restaurant proche de l'hôpital au cas où l'un d'entre nous serait appelé. Et en effet, l'hôtel du Louvre, rue des Religieuses, est à 5 minutes à pied. Je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée de nous afficher dans un restaurant, car depuis le débarquement en Afrique du Nord en novembre 1942 et celui en Italie en septembre 1943, sans oublier notre recul sur le front de l'Est, les Français ne courbent plus l'échine. En témoignent les nombreuses actions des membres de la résistance, que la Gestapo et la milice appellent des terroristes. À notre arrivée vers 20h, il n'y a pas grand monde dans la salle du restaurant. La plupart des gens préfèrent rester chez eux, car les températures sont négatives ces derniers jours. Seuls viennent dîner les personnes logées dans l'hôtel. Il y a déjà 3 ou 4 hommes attablés. Alors que le patron vient prendre notre commande, une jeune femme fait son entrée dans la pièce. Sa chevelure cuivrée et ondulée attire tous les regards. Je reconnais ses yeux bleus et cette bouche. Louise. Enfin, je la vois autrement qu'en tenue d'infirmière. Elle porte une simple jupe noire avec un gilet d'un rouge profond, mais cette simple tenue souligne sa mince silhouette. Nos regards se croisent et je note qu'elle marque un temps d'arrêt. Mais elle se reprend très vite. Elle porte 2 assiettes bien garnies et se dirige vers l'une des tables où sont attablés 2 messieurs. Puis, après les avoir servis, elle repart comme elle était venue. Infirmière et serveuse, voilà qui est nouveau. En tout cas, elle est magnifique avec sa chevelure flamboyante, son teint de porcelaine, sur lesquels dansent les reflets de la lumière, et ses taches de rousseur qui lui donnent un air juvénile. Mes confrères l'ont vue eux aussi, et ont également remarqué mon regard insistant. Mais ils ne font aucun commentaire tant que le patron est là. Celui-ci vient de terminer de noter nos souhaits. Ma nièce va s'occuper de vous tout de suite, messieurs. Tiens donc, Louise serait-elle cette nièce? Dès qu'il a le dos tourné, ma pensée est interrompue par les commentaires de mes collègues. Si la nièce est la jolie rousse qui vient de passer, je ne regrette pas d'être venue ici, fait mon confrère chirurgien. Joli petit lot. Mais dis-moi, Walter, elle a l'air de t'avoir tapé dans l'œil aussi, toi qui es si indifférent à la gent féminine d'habitude. Georg, c'est simplement parce que je connais cette jeune femme. Elle est peut-être la nièce du patron de ce restaurant, mais elle est surtout infirmière à l'hôpital. Et une excellente infirmière, car elle était avec moi au bloc la fameuse nuit du 6 janvier dernier. Tu m'en diras tant. Il n'empêche que c'est un beau petit lot. Les autres ont l'air d'accord avec lui. Je sens comme un pincement de jalousie en les entendant. Jusqu'ici, ce sentiment m'était inconnu. Pourquoi suis-je jaloux? Louise ne m'appartient pas. Pourtant, à cet instant, je réalise que j'aimerais vraiment qu'elle s'intéresse à moi. C'est un fait. Je désire cette jeune femme. Ça a été le cas dès que je l'ai vue. Je dois être honnête avec moi-même. Sinon, pourquoi penserais-je sans cesse à elle? Pourquoi la guetterais-je tous les jours, même si je ne peux pas l'approcher? C'est étrange. Je ne m'étais jamais posé toutes ces questions avec elle que tout semblait acquis d'avance. Mais avec Louise, tout est différent. Tout me paraît compliqué, à commencer par l'aborder. Justement, la voilà qui arrive avec le vin commandé. Lorsqu'elle s'apprête à renverser dans mon verre après celui de Georg, je refuse. Merci, mademoiselle, mais je bois de l'eau. Allons, Walter, un petit effort, c'est mon anniversaire tout de même, réagit Georg. Ne voulant pas le vexer, je cède à sa demande. Bien. Alors juste un fond, déclarai-je en levant les yeux vers la jeune femme. J'arrête Louise d'un geste lorsque j'estime en avoir assez. Elle revient dans les minutes qui suivent avec une carafe d'eau qu'elle dépose ostensiblement devant moi avant de réapparaître avec nos assiettes. Comme au bloc opératoire, elle devance tous nos besoins sans que nous ayons à demander quoi que ce soit. Quand arrive le moment du dessert,
Elle revient prendre nos commandes après nous avoir décliné les différentes options. Tarte tatin, île flottante, crème brûlée, mousse au chocolat et turgoule. Afin de nous guider, elle nous explique en quelques mots de quoi il s'agit, de manière très professionnelle. La tarte tatin est une tarte aux pommes renversée, servie avec de la crème fraîche épaisse. L'île flottante est un dessert léger composé de blanc d'œufs sucrés, monté en neige et poché, accompagné d'une crème anglaise et nappée de caramel. La crème brûlée est une crème aux œufs vanillée, saupoudrée de sucre et caramélisée au chalumeau, et la turgoule est du riz au lait sucré, parfumé à la cannelle, cuit au four pendant 5 heures. Que choisiriez-vous à ma place lui demandai-je en la regardant droit dans les yeux. Sans hésitation, l'île flottante, Herr Oberstabsarzt, car c'est mon dessert préféré, mais je ne suis pas à votre place. Je prendrai quand même une île flottante, s'il vous plaît. Mes yeux ne quittent pas son regard d'azur pendant cette déclaration. Mes confrères me considèrent amusée, mais Louise, elle, ne se laisse pas impressionner par mon petit jeu. Je profite qu'elle est occupée avec une autre table pour filer aux toilettes. Simple prétexte, car j'espère la croiser sans témoin. J'ai bien repéré qu'au bout du couloir qui accède aux toilettes se trouve la cuisine. Je fais bien entendu semblant de la croiser par hasard, alors que je la guette. « Oh, excusez-moi, Louise, fais-je en passant la porte au moment opportun. Elle me regarde étonnée que je connaisse son prénom. C'est l'infirmière en chef qui m'a révélé votre identité. J'ignorais que vous aviez 2 métiers. Je n'en ai qu'un, infirmière. Mais depuis que je vis à Valognes, j'ai une chambre ici, dans l'hôtel de mon oncle. En contrepartie, je lui rends service de temps en temps. C'était donc le bonsoir pour venir dîner, précisai-je. Vous auriez été tout aussi bien servie un autre soir. Oui, mais pas par vous, Louise. J'appuie mes propos en ancrant de nouveau mon regard dans ses yeux bleus. Cette fille me fait faire n'importe quoi. Mon cœur bat la chamade à la sentir si près de moi. Et cette sensation de flottement dans l'estomac. Est-ce cela qu'on appelle les papillons dans le ventre, que l'on ressent lorsqu'on est amoureux? Je me sens rougir. Mais elle aussi a rougi. Ma bouche est sèche d'un seul coup. Et enfin, je sais que vous n'êtes pas brune, parviens-je quand même à dire avant de m'éclipser. Je viens juste de me rasseoir quand elle apporte nos desserts. Sur la part de tarte tatin de Georg trône une bougie. J'ai cru comprendre que c'était votre anniversaire, lui dit-elle, en déposant l'assiette devant lui. Et elle nous laisse, après avoir allumé la bougie. À la fin du repas, nous continuons à discuter tout en fumant. Lorsque Louise revient débarrassée et que je fais tout pour capter son regard, je vois bien qu'elle est troublée. Mais que signifie ce trouble? Peut-être se sent-elle gênée par mes regards insistants. Ou alors ce trouble serait-il lié à une attirance réciproque? J'aimerais y croire. Durant ce mois de février, l'évacuation de Cherbourg et son agglomération est ordonnée. Seules doivent rester certaines entreprises, les fonctionnaires et les commerces strictement utiles aux forces d'occupation. La population ne peut cette fois trouver refuge à proximité dans le Cotentin. La plupart doivent aller plus loin dans les terres, entre Saint-Lô et Coutances, ou dans la région de Mortain. Certains vont même jusque dans le Loiret ou la Sarthe, loin de la mer qui est leur point de repère habituel. Quelques-uns, pourtant, choisissent de rester sur place et d'encourir le risque des bombardements. Les 2/3 des habitants de Cherbourg sont partis. En revanche, la population de Valognes a doublé avec l'afflux des réfugiés et des travailleurs de l'organisation Tôte. La cité maritime m'a semblé bien vide la dernière fois que je m'y suis rendue. Toutes ces rues vides, ces portes verrouillées, ces volets clos, ces magasins claquemurés font penser à une ville endormie. Le pépiment des oiseaux dans le jardin public est le seul signe de vie dans la journée, pendant que les gens sont au travail. En outre, au fil des jours, les côtes normandes et les ports de Cherbourg, du Havre ou encore de Dieppe ont pris l'allure de zones militaires. Les exercices se multiplient avec les blindés qui ravagent les terres agricoles où les champs de mines vont certainement pousser plus vite que le blé. Les chars détruisent aussi toutes les routes déjà peu entretenues, faute de matériaux. Dans les herbages, j'ai vu plus de cantonnements et de champs de tir que de vaches.
De toute façon, les inondations volontaires se sont multipliées, rendant des milliers d'hectares impropres à l'élevage. Les paysans non seulement ne vont pas avoir de récolte cette année, mais les biens alimentaires vont encore se raréfier. Car si d'autres régions peuvent encore produire, l'acheminement des denrées est difficile faute de moyens de transport. Nos troupes s'emparent de tout ce qui permet de se déplacer. Bicyclettes, camions, chevaux, automobiles, tout y passe. Le réseau ferroviaire est quasi paralysé suite aux bombardements alliés, au sabotage des résistants ou nos réquisitions. La liaison Cherbourg-Paris n'a lieu qu'une fois par jour, et les lignes locales ne sont ouvertes aux civils qu'avec parcimonie. De ce fait, la population manque de tout. Le sel, le vin, le riz et les pâtes qui viennent du sud arrivent en très petite quantité, et les 2 dernières denrées sont souvent à moitié moisies. Les habitants sont exaspérés, je les comprends. Ils habitent une région qui produit du lait et de la viande, et ils n'y ont pas accès. Et le comble, c'est que la répression touche le plus souvent beaucoup plus les petits contrevenants sans ressources, qui pallient comme ils peuvent le manque de nourriture, que les gros trafiquants bien organisés et de mèche avec l'occupant. Ceux-là ne se sentent absolument pas menacés. J'ai honte de cette situation. Le terrorisme gagne du terrain et les manchots sont troublés par le nombre croissant d'attaques à main armée et d'attentats en tout genre. L'ennui, c'est qu'il est souvent difficile de faire la différence entre les véritables actions de résistance et les actes crapuleux favorisés par ce contexte de guerre. Évidemment, la presse de Vichy ne se gêne pas pour faire l'amalgame afin de mieux déconsidérer la résistance, qu'elle qualifie de terrorisme ou de banditisme. Cependant, les attaques les plus fréquentes sont celles des mairies, pour dérober des tickets d'alimentation, que j'imagine être destinés à ravitailler les réfractaires au STO, les maquisards ou les clandestins. De temps à autre, les voleurs dérobent aussi des machines à écrire pour les tracts et des tampons pour les faux papiers. Pas besoin d'être sorti de Polytechnique, comme disent les Français, pour deviner que ces vols-là sont le fait de résistants. Surtout que régulièrement, le secrétaire de mairie est retrouvé ligoté, bâillonné, évoquant des bandits masqués qui, s'ils l'ont menacé d'une arme, ne s'en sont pas servis. Tout ça ressemble à une mise en scène pour que les services de police ne soupçonnent pas le malheureux secrétaire de complaisance. Tous ces actes me semblent le prélude à ce qui va se produire inéluctablement. La guerre est perdue pour l'Allemagne depuis un bon moment. Seuls Hitler et sa clique ne paraissent pas s'en apercevoir ou font semblant. Ce que je lis dans la presse allemande montre qu'ils continuent à leurrer la population avec leur propagande. Bien que les postes de TSF aient été confisqués, les Normands en ont caché et continuent à écouter la BBC. Et même s'ils n'ont pas tous un poste, le bouche à oreille fonctionne bien. Les nazis savent très bien que la population, malgré les bombardements, a plus de sympathie pour les Anglais que pour nous, les Allemands. Ils sont sur les dents, et en début d'année, un réseau de renseignements est tombé dans le Cotentin. Pendant tout ce temps, les Alliés continuent à bombarder la Manche, où se côtoient en nombre les défenses du mur de l'Atlantique et les rampes de V1. Près de Valognes, ils s'en sont pris à la base de V2 de Brix-Sotvast, pilonnée avec acharnement une première fois par l'US Air Force le 8 février. Mais les bombes ne tombent pas uniquement sur l'objectif visé, et les villages alentours en font aussi les frais avec le lot de blessés et de morts qui s'ensuit. Cette fois encore, nous nous mobilisons tous pour faire face. Comme la dernière fois, je vais prêter main forte aux confrères français, laissant mon collègue opérer de son côté avec l'équipe allemande. J'œuvre avec la même équipe que la dernière fois, à ma grande satisfaction. Motif invoqué, nous avons fait du bon boulot en janvier. Peut-être est-ce une illusion, mais j'ai cru lire dans les yeux de Louise une lueur de joie dans ce contexte qui ne s'y prête pourtant pas. Cependant, je ne dois pas me laisser déconcentrer. Nous passons des heures et des heures à prendre en charge des blessés présentant des traumatismes contondants, pénétrants ou des brûlures. Les plus fréquents sont les traumatismes des extrémités. Un certain nombre de victimes présentent une rupture de la membrane tympanique, d'autres, moins nombreuses, un barotraumatisme pulmonaire, ainsi qu'une contusion ou une perforation de l'intestin. En revanche, aucune n'a de lésion cérébrale primaire. Cependant, ma grande spécialité étant la chirurgie orthopédique, me sont envoyés les patients avec des fractures, ce qui est le cas de la moitié des victimes dans ce genre de situation. Je ne compte plus les fractures complexes,
dont certaines avec des atteintes nerveuses, qui malheureusement entraîneront des déficiences ou des handicaps à vie si ces patients ne peuvent bénéficier ensuite d'une reconstruction et d'un suivi digne de ce nom. J'ai dû malheureusement procéder à des amputations en raison du risque élevé d'infection. Nous sommes fourbus après la prise en charge de la dernière victime. Toutefois, nous prenons le temps de faire le point, et cette fois Louise ne part pas aussitôt, et je ne suis pas prêt à la lâcher. Aussi je l'interroge sur sa formation, même si j'en ai une idée assez précise, car il ne doit pas y avoir une grande différence à ce sujet entre la France et l'Allemagne. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour la retenir près de moi. Vous allez penser que je suis curieux, mais quelles sont les conditions en France pour entrer dans une école d'infirmière? Oh, ce n'est pas vraiment compliqué. Pour accéder aux études, nous devons avant tout offrir des garanties physiques et morales, et au minimum, le certificat d'études. En ce qui me concerne, j'avais non seulement ce fameux certificat depuis 1934, mais aussi le brevet élémentaire qu'on passe en France à 16 ans. Ensuite, il y a une épreuve d'admission avec narration, dictée, problème et une indispensable épreuve de couture, ajoute-t-elle avec un petit sourire en coin. De la couture? Vraiment? Eh oui, c'est le privilège d'être une femme. Comme vous vous en doutez, j'ai été retenue, et pas pour mes compétences en couture, précise-t-elle, un peu sarcastique. Après 2 mois de probation, je me suis engagée pour 5 ans, études comprises, avec l'administration. Ensuite, les études durent 2 ans et comportent des stages pratiques dans tous les services. Quant aux cours théoriques, ils portent sur l'anatomie, la physiologie, l'hygiène, l'administration hospitalière, insistant sur les qualités morales de l'infirmière, les techniques nouvelles de diagnostic, comme la radiologie, l'électrothérapie, la pratique du laboratoire, la pharmacologie, en insistant sur les médicaments préparés par l'infirmière, et enfin les soins spécifiques à chaque catégorie de malades, y compris les aliénés, les femmes en couche et les nouveau-nés. Un contenu très dense en 2 ans, fais-je. Oui, mais j'ai adoré. Et quand on aime, on ne compte pas, rétorque-t-elle avec un clin d'œil. Elle poursuit en précisant que les professeurs savent quel langage adopter parce qu'ils s'adressent à leurs futures collaboratrices, et les monitrices font réviser les cours en s'aidant de cours pratiques. Tout cela est approfondi par une formation sur le tas lors des stages en salle. Les élèves infirmières sont une main-d'œuvre gratuite et évidemment appréciée. L'école dans laquelle j'ai suivi ma formation était enclavée dans l'hôpital à Caen. Donc nous passions dans la totalité des services. Il y avait aussi des conférences pour achever de parfaire cette éducation. Et vous pouvez ajouter à cela les livres de la bibliothèque soigneusement choisis, contenant tout ce qu'une jeune fille peut et doit lire. Elle se met à rire après cette boutade en précisant que ses lectures sont allées plus loin que ce qui était demandé. Le plus difficile, c'était l'ambiance de l'internat, avoue-t-elle en ancrant ses yeux océans dans les miens. Pourquoi? La questionnai-je, avide d'en savoir plus sur elle que sur sa formation. Je sortais du cocon familial et je n'avais jamais connu le pensionnat, comme certaines de mes camarades. Je me suis retrouvée soumise à un régime minuté, contrôlé à chaque instant, pas le droit de s'attarder dans la chambre aux rares temps libres, pas de tutoiement, pratique de sport sain obligatoire comme le tennis ou la gymnastique, mais ça ce n'était pas désagréable. Nous ne sortions que chez notre correspondant désigné par notre famille ou en groupe, et toujours chapeauté. Tout ce que nous faisions était noté dans des registres journaliers. Les suppressions de sortie, les fautes commises, comme la moindre désobéissance, une chambre pas assez propre, une mauvaise tenue ou de l'indiscipline. Tout ça est presque militaire, conclus-je. Je dirais même une discipline germanique. Nous pouffons de rire tous les deux. À cet instant, je me sens sur la même longueur d'onde qu'elle. Je n'ai pas envie d'aller me coucher malgré ma fatigue, et elle ne semble pas pressée non plus. Aussi, nous reprenons une tasse d'ersatz de café, alors que les 2 autres membres de notre équipe décident, eux, d'aller se reposer, nous laissant discuter. J'apprends ainsi que le père de Louise est vétérinaire et que sa mère gère une pension de famille à une petite vingtaine de kilomètres au sud de Valognes. Mais elle n'est pas en reste et me demande aussi d'où je suis originaire et mes motivations pour être chirurgien. Bref, elle s'intéresse à moi. Je suis sur un petit nuage. « Vous n'êtes pas comme les autres, dit-elle. »
Qu'est-ce que j'ai de si différent, mon Kierge? Vous n'avez pas ce regard fier et un peu arrogant de la plupart des officiers allemands que je croise habituellement dans la rue ou à la commandantur. Ils nous toisent le plus souvent avec dédain. Et puis vous vous exprimez parfaitement en français, avec juste un léger accent. Vous n'avez pas les intonations rudes que j'ai l'habitude d'entendre chez les autres. Vous parlez avec une voix douce et posée. Et puis, j'ai déjà perçu de la tristesse dans votre regard, mais jamais de morgue. Sa réponse me trouble, et je cache mon émoi en sirotant mon jus de chaussette. Elle m'observe sans mot dire, et avant que je pose ma tasse, elle tend la main pour me la prendre. Donnez-la-moi, je vais la laver. Ce faisant, sa main effleure la mienne, et je frissonne. Elle est tellement belle. Je me détourne afin qu'elle ne perçoive pas mon trouble.